La malade décrivait elle-même ce procédé avec humour comme une talking cure. Cette remarque, rapportée par Joseph Breuer dans le chapitre 2 des études sur l'hystérie, constitue l'une des citations les plus célèbres de l'ouvrage. En quelques mots, elle met en lumière une découverte décisive. La parole peut avoir une valeur thérapeutique. Loin d'être un simple détail clinique, cette expression employée par la patiente Anna résume une transformation profonde de la pratique médicale et annonce la naissance d'une nouvelle approche du traitement des troubles psychiques. Le chapitre 2 des études sur l'hystérie, intitulé Histoire de malade, occupe ainsi une place essentielle dans l'ouvrage de Joseph Breuer et Sigmund Freud publié en 1895. Alors que le premier chapitre posait les bases théoriques du mécanisme psychique des phénomènes hystériques, ce second chapitre a pour fonction de donner un ancrage clinique concret à ces hypothèses. Les auteurs y présentent plusieurs cas détaillés, dont le plus célèbre est celui d'Anna, devenu par la suite une référence incontournable dans l'histoire de la psychanalyse. Ce chapitre marque un tournant méthodologique majeur. Il ne s'agit plus seulement de formuler une théorie générale, mais de montrer comment celle-ci se vérifie dans l'expérience clinique. Les histoires de malades permettent ainsi de rendre visibles les mécanismes psychiques évoqués abstraitement dans le chapitre précédent. À travers la description minutieuse des symptômes, de leur évolution et de leur traitement, Breuer et Freud démontrent que l'hystérie obéit à une logique précise, liée à l'histoire personnelle du sujet. L'objectif de cet épisode est de présenter et d'expliquer le contenu du chapitre 2 de manière claire et structurée, afin de permettre une compréhension approfondie des enjeux cliniques et théoriques du texte. En s'appuyant principalement sur le cas d'Anna, nous verrons comment le récit clinique devient un outil scientifique central, et comment il contribue à la naissance d'une nouvelle approche de la maladie mentale. Breuer et Freud accordent une importance particulière au récit clinique, qu'ils considèrent comme indispensable à la compréhension de l'hystérie. À la fin du XIXe siècle, la médecine repose largement sur l'observation détaillée des symptômes et sur leur classification. Toutefois, dans le cas de l'hystérie, cette approche descriptive se révèle insuffisante, car elle ne permet pas d'expliquer l'origine des troubles. Les auteurs adoptent alors une démarche originale. Ils ne se contentent pas d'énumérer les symptômes, mais retracent l'histoire complète de la maladie, en tenant compte du contexte affectif et psychique du patient. L'histoire de la maladie devient ainsi une histoire de vie, dans laquelle chaque symptôme trouve sa place. Cette approche confère au patient un statut nouveau. Il n'est plus seulement un objet d'observation médicale, mais un sujet capable de raconter son expérience. La parole du malade acquiert une valeur scientifique, car elle permet d'accéder à des événements psychiques invisibles à l'examen médical traditionnel. Le cas d'Anna constitue le cœur du chapitre 2. Il s'agit d'une jeune femme cultivée, intelligente et dotée d'une grande imagination. Avant l'apparition de la maladie, elle ne présentait aucun trouble psychique notable. Cette précision est importante, car elle permet d'écarter l'idée d'une prédisposition pathologique évidente. La maladie débute dans un contexte de forte tension émotionnelle. Anna s'occupe intensément de son père gravement malade. Cette situation entraîne un épuisement psychique progressif, aggravé par l'impossibilité d'exprimer ses propres émotions. La mort du père constitue un événement central, qui accentue les symptômes déjà présents. Breuer décrit l'évolution de la maladie en plusieurs phases, alternant des périodes de relative lucidité et des états de conscience modifiés. Cette alternance joue un rôle déterminant dans la compréhension du fonctionnement psychique de la patiente. Les symptômes présentés par Anna sont nombreux et variés. Sur le plan physique, on observe des paralysies partielles, des contractures, des troubles visuels et des anesthésies. Ces symptômes apparaissent sans cause organique identifiable, ce qui les rend particulièrement énigmatiques. Sur le plan psychique, la patiente présente des hallucinations, des troubles de la mémoire et des états dissociatifs. Elle semble parfois vivre dans un monde intérieur autonome, détaché de la réalité immédiate. Ces états sont souvent accompagnés d'une forte charge émotionnelle. Un aspect particulièrement remarquable du cas est le trouble du langage. Anna perd progressivement l'usage de sa langue maternelle et ne peut s'exprimer qu'en anglais. Ce phénomène illustre de manière frappante le lien entre les fonctions psychiques et l'histoire affective du sujet. Breuer observe que la patiente alterne entre deux états de conscience distincts. Dans l'un, elle est relativement lucide et capable de fonctionner normalement. Dans l'autre, elle se trouve dans un état proche du somnambulisme, caractérisé par des hallucinations et une forte suggestibilité. Cette dissociation de la conscience constitue un élément clé de l'analyse. Elle permet d'expliquer pourquoi certains souvenirs et affects restent inaccessibles à la conscience ordinaire tout en continuant à agir de manière autonome. Le psychisme apparaît ainsi comme divisé, ce qui remet en question l'idée d'une conscience unifiée. L'un des apports majeurs du cas Anna est la découverte de l'effet thérapeutique de la parole. Breuer constate que les symptômes s'atténuent lorsque la patiente parvient à évoquer les souvenirs liés à leur apparition. Cette verbalisation permet une décharge émotionnelle, que les auteurs désignent par le terme d'abréaction. La patiente elle-même qualifie cette méthode de « talking cure »,
soulignant ainsi le rôle central du langage dans le processus de guérison. La parole devient un moyen de transformer l'expérience traumatique et de l'intégrer dans la conscience. La méthode cathartique consiste à faire revivre au patient, souvent sous hypnose, les événements traumatiques associés aux symptômes. En exprimant les émotions refoulées, le patient parvient à neutraliser l'effet pathogène du souvenir. Breuer et Freud montrent que cette méthode peut entraîner une disparition durable des symptômes. Toutefois, ils reconnaissent également ses limites, notamment en ce qui concerne la prévention des rechutes. Le Kahana dépasse largement le cadre d'une simple observation clinique. Il permet de poser les bases de concepts fondamentaux tels que la dissociation psychique, le rôle de l'inconscient et l'importance du souvenir traumatique. Ce cas montre également que les symptômes hystériques ont un sens et qu'ils peuvent être compris comme des expressions symboliques de conflits psychiques. Cette conception influencera durablement la pensée freudienne. Breuer et Freud adoptent une attitude prudente vis-à-vis de leurs conclusions. Ils reconnaissent que la guérison d'Anna n'a pas été complète et que certains symptômes ont persisté. De plus, des relectures ultérieures ont soulevé des questions sur l'interprétation du cas. Ces limites n'enlèvent rien à l'importance historique du chapitre, mais invitent à une lecture critique et nuancée. Le chapitre 2 des études sur l'hystérie constitue une étape décisive dans l'histoire de la psychologie et de la psychanalyse. À travers les histoires de malades, et en particulier le Kahana, Breuer et Freud montrent que l'hystérie peut être comprise à partir de l'histoire psychique du sujet. Ce chapitre illustre la transition entre une médecine centrée sur le corps et une approche psychodynamique fondée sur la parole, la mémoire et l'affect. En ce sens, il dépasse le cadre de l'hystérie et ouvre la voie à une nouvelle conception de la maladie mentale. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.